Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bon dimanche. Les Français sont les républicains les plus royalistes qui soient. Enfin pas toute l'année, mais au moment des rois. Tout le monde veut être roi, tout le monde veut fêter les rois, alors qu'on est en République. Ça c'est un paradoxe, bien le French Paradox, encore un des French Paradox, puisqu'au moment de l'épiphanie, c'était hier, on a commencé à fêter les rois. Enfin quand je dis au moment de l'épiphanie, en fait, ça fait un petit peu plus longtemps. On ne sait plus d'ailleurs quand est-ce qu'on a le droit de manger de la galette. Alors on pourrait dire toute l'année, mais non, peut-être en Bretagne, oui. En tout cas, on va interroger sur ce sujet un pâtissier, et il est breton en plus. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Laurent Le Daniel. Bonjour Vincent. Laurent, vous êtes le président de la Confédération nationale des pâtissiers. Alors, je vais dire des pâtissiers, des artisans pâtissiers. C'est pas toute la pâtisserie française. Non, juste les artisans pâtissiers, c'est-à-dire ceux qui ne font que de la pâtisserie, chocolaterie, un peu de glace aussi et de la confiserie. Mais toujours dans l'artisanat. Alors Laurent, vous êtes breton, installé à Rennes. Donc, déjà pour le breton, la galette, c'est autre chose que la galette des rois. La galette, c'est presque l'aliment de base. Dans notre jargon culinaire local, oui. La galette, c'est aussi la galette de sarrasin. Oui, mais bien sûr. Mais on fait bien la distinction parce que celle-ci, la galette de sarrasin, bien sûr, se mange tout au long de l'année, ce qui n'est pas le cas de la galette frangipane. Ou même le biscuit. Il y a aussi des petites galettes, des galettes au beurre, des galettes au beurre salé. Oui, effectivement, voilà, tout à fait. Les galettes, c'est un biscuit très fin en fait. C'est ce qui caractérise la galette. Alors en fait, dès que c'est rond, c'est une galette pratiquement. Rond et plat, c'est une galette, quoi. On peut rond dire. Et plat, voilà, c'est ça. À part le broyer du Poitou. Voilà. Alors, Laurent, je disais, normalement, aujourd'hui, on fête depuis hier. Enfin, logiquement, dans le calendrier, mais c'est un calendrier un petit peu chrétien et ça n'a pas trop cours aujourd'hui. L'épiphanie, c'est-à-dire les rois. Aujourd'hui, alors, j'ai l'impression que c'est à celui qui dégainera en premier, même chez vos artisans, chez vos adhérents. J'ai même bu des galettes avant les bûches, quoi. Pratiquement à mi-décembre, ça commençait déjà. Vous trouvez ça normal ? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artisans qui justement ne respectent pas la tradition, parce que, comment dire, nous, dans notre métier, on a aussi des choses à vendre à Noël et au Nouvel An. Bien sûr. Donc, superposer la galette sur ces fêtes-là, je pense que c'est un mauvais calcul. Si certains artisans le font, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Oui, voilà, c'est bien que vous le disiez, comme président de la Confédération. C'est bien de rappeler à l'ordre. Moi, je ne commence à commercialiser des galettes qu'après le 1er janvier, en fonction du calendrier, le 2, voilà, le 3. c'est ça. Au moins le début janvier, quoi. Pas décembre, faut pas que ça morde sur décembre. Ah non. On sait déjà que les industriels le font, les grandes surfaces le font, mais ils n'ont pas les mêmes vocations que nous. Ils ne respectent pas les traditions comme nous. Alors, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que effectivement, ce sont eux qui ont en fait dégainé les premiers. On sait qu'ils ont des stocks à vendre, des gros stocks. Alors moi, je suis effaré, d'ailleurs, Laurent Le Daniel, mais quand on parle de galettes de grande distribution, d'abord, il faut savoir qu'il y a nombre de nos auditeurs et des Français, de nos compatriotes, qui ne peuvent pas se payer des galettes d'artisans, parce que c'est un produit assez cher, quand c'est fait en artisanat, et qui vont dépenser quelques euros en se faisant mal parfois pour en avoir une dans la grande distribution industrielle autour de, moi j'ai entendu des prix autour de 5-6 euros chez certains pour 4 personnes. C'est assez hallucinant, mais en fait c'est assez facile à comprendre, c'est que ces galettes-là ne sont pas réalisées à la main. Oui. Comme chez nous, chez les artisans, elles sont réalisées sur des grandes chaînes de production. Bien sûr. Et il y a aucune manutention humaine. Il y a des économies d'échelle en plus, j'imagine, parce que vu les stocks qui doivent sortir comme nombre de galettes, et puis les produits utilisés, j'imagine, sont des farines pas chères, des beurres souvent reconstitués, etc. Probablement des matières premières assez pauvres, effectivement, qui ne sont pas sélectionnées dans l'optique de faire de qualité. Il faut savoir que dans la main-d'œuvre d'une galette, mais c'est vrai, généralisé sur des gâteaux, on est entre 35 et 40% de main-d'œuvre sur une galette. Eh oui, bien sûr. Donc, vous savez combien ils s'en vendent dans l'année des galettes en France, tout confondu? Combien on en vend Bonne question. Ah oui, oui, je me doute bien que vous êtes dans la galette en ce moment, vous n'avez pas tous les chiffres en tête, mais en tout cas, qu'est-ce que représente la part de l'artisanat sur l'ensemble des galettes vendues? Alors, en général, le mois de janvier, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires d'un artisan. D'un artisan, d'accord. Pâtissier ou boulanger-pâtissier, enfin, je vais plutôt parler des pâtissiers. Oui. Mais à peu près 10%, le mois de janvier. C'est quand même un mois très important. D'accord. Ça vient...
ça vient derrière Noël et le Nouvel An, en fait. Hein. Bien sûr, avec les bûches notamment. Mais je suppose que vous pesez pas lourd en chiffre d'affaires par rapport à l'industrie, justement, à ces industriels de la galette. Probablement, quand on voit l'engouement, surtout depuis une vingtaine d'années, qu'ils ont mis derrière, les moyens qu'ils ont mis derrière la fabrication des galettes de façon industrielle, on imagine bien que pour eux, c'est peut-être aussi un produit d'appel, mais c'est aussi quelque chose qui génère du bénéfice, beaucoup de bénéfices. Laurent Le Daniel, alors je vais vous poser une question, je sais ce que vous allez me répondre, mais c'est un produit de pâtissier ou c'est un produit de boulanger, la galette ? Alors là, vous touchez la corde sensible. Ah oui, bien sûr. Dans la mesure où ce n'est pas du pain, c'est un gâteau, n'est-ce pas ? Oui, mais il y a des gâteaux. La viennoiserie, est-ce que c'est un gâteau qui est réservé aux pâtissiers ? Voilà la question. Hein, c'est un peu de la viennoiserie. La viennoiserie, ça je vous l'accorde, c'est à mi-chemin entre la boulangerie et la pâtisserie. D'accord. C'est vraiment ce qui nous rassemble, en fait. Mais, évidemment, puisqu'on me chatouille là-dessus, j'aurais tendance à dire que la galette, c'est quand même un gâteau. Mais évidemment, une grande partie de la galette artisanale est vendue dans les boulangeries. Alors, je vais demander son avis à un de vos confrères, non pas pâtissier, mais MOF, meilleur ouvrier de France comme vous, Laurent Le Daniel, mais c'est un MOF boulanger, c'est Cyril Van Der Stuft qui est avec nous au téléphone. Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Laurent ? C'est-à-dire qu'en fait, ils disent c'est un gâteau, il faut bien qu'ils défendent les pâtissiers, mais on sent bien quand même qu'il y a une tentation à dire que c'est un produit boulanger. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'ai une tendance à dire que je suis pourtant pas bien vieux, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il y a une vingtaine d'années, j'entendais mon père, qui était donc artisan boulanger, dire toujours la galette, effectivement, c'est pâtissier, mais chez le pâtissier, elle est plus fondante parce qu'elle a 6 tours, et chez le boulanger, elle a que 5 tours, donc elle est un peu plus croustillante. Ouh là, c'est technique, ça. C'était assez technique. En fait, c'est ça pour dire qu'effectivement, c'était une pâte qui n'était pas vivante, parce qu'il n'y avait pas de levure, donc on partait du principe plutôt pâtissier. Oui, c'est ça. Alors que la brioche, ça serait boulanger, parce que c'est des pâtes levées, en quelque sorte. Même le croissant est semi-levé, on peut dire. Ben, tout à fait, oui. C'est vrai que beaucoup de gens réagissent par ça, mais bon, après, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, je pense que beaucoup de galettes sont vendues en boulangerie. Mais c'est important cette distinction, Cyril Van Der Stuft, parce que au fond, c'est de dire que le boulanger a la maîtrise du vivant, c'est-à-dire de la levure ou du levain, alors que le pâtissier, lui, il va le faire par la cuisson levée, parce que un feuilletage, c'est en fait de la vapeur d'eau qu'on emprisonne entre des couches de gras, Laurent Le Daniel. Tout à fait. Est-ce que ça suffit à distinguer le boulanger du pâtissier, au fond ? L'un travaille la pâte vivante et l'autre la pâte, j'ai pas envie de dire morte, mais inerte. Effectivement, les boulangers sont très experts en fermentation, ce que les pâtissiers ne sont en général pas. Et effectivement, les pâtissiers sont peut-être plus experts en pâte feuilletée. Et d'ailleurs, on vient de créer une formation conjointe à nos deux métiers récemment. Et ces choses-là ont été dites justement pendant les travaux de mise en place du diplôme. D'accord. Voilà. Mais Cyril Van Der Stuft, justement, qui est donc MOF boulanger, je le rappelle, est spécialiste de la viennoiserie, d'ailleurs, avec un très beau livre qu'il a sorti sur la viennoiserie, qui sert de référence. Cyril, vous avez fait des stages de galettes, en fait, pour les boulangers, pour les professionnels. Mais tout à fait, Vincent. Effectivement, depuis 3 ans maintenant, on organise des stages galettes avec pas mal d'écoles, de grandes écoles en France, pour les professionnels. Et on s'aperçoit que ces stages fonctionnent de plus en plus. De remise à niveau, en quelque sorte, ou de mise à niveau. Eh bien, tout à fait, parce que pareil, dans tous nos diplômes qu'on peut avoir, que ce soit du SAP, de la mention, du BP, du BTM, du BM, bref, tous ces diplômes qui composent donc nos métiers de boulanger et de pâtissier, on s'aperçoit qu'effectivement la partie feuilletage, elle est quand même malheureusement peut-être pas assez réalisée. Elle est beaucoup plus dans ces nouveaux diplômes qui s'appellent le métier du tour. Et ça c'est très Tourier, bien. tourière. Tout à fait. Et en fait, on a pas mal d'artisans qui viennent se remettre à jour et se dire comment on fait ? Une bonne galette, c'est bien parce que le client revient, mais une belle galette, c'est encore mieux parce qu'il vient un peu plus et il revient parce qu'elle est bonne. Donc il vient se former. On va demander à une jeune femme de trancher, une pâtissière, une sacrée pâtissière, puisqu'elle est meilleure pâtissière du monde en 2023. C'est Nina Métayer qui est avec nous. Bonjour Nina. Bonjour. Nina, preuve vivante qu'à La Rochelle, il n'y a pas que du rugby, il y a aussi de merveilleuses pâtissières. Vous êtes rochelaise de naissance, installée à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette passerelle entre la boulangerie et la pâtisserie, justement ? Pour moi, le feuilletage, c'est vraiment justement une très belle passerelle entre les deux, parce qu'on a ce métier de la pâte
avec la farine, avec ce beurre, avec ce côté du tour où on va avoir ce travail de qui se rapproche des boulangers, ce travail du feuilletage qui peut se rapprocher de celui des pâtissiers, avec la frangipane, avec plein de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. On peut s'amuser avec les goûts, on peut s'amuser avec les saveurs, on peut s'amuser avec la décoration. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que c'est un gâteau qui rassemble ces deux métiers. Et vous, cette année, tout auréolé de votre couronne de meilleure pâtissière, vous avez réalisé des galettes, alors un peu des galettes signature, puisque c'est un peu la mode maintenant en pâtisserie, d'avoir des collections en quelque sorte chaque année. On a la chance d'avoir des gros moments dans l'année comme ça en pâtisserie où les gens ont envie de manger des gâteaux, se rassembler en famille, et c'est quelque chose de très traditionnel depuis toujours, la galette. Oui. La bûche de Noël aussi, en fait, c'est des desserts qui sont très emblématiques des moments de famille, des moments où on se rassemble et où on fête. Qui sont devenus quand même des moments laïques, sur base, on va dire, de fête chrétienne, c'est devenu extrêmement laïque, c'est devenu juste la fête des gourmands. Non, exactement. Oui, il faut que ça plaise à tout le monde. C'est vraiment, c'est culturel, mais dans le sens de se rassembler, où c'est quand même historique, mais c'est quand même des moments de partage. Donc autour de la bûche de Noël, autour de la galette et autour de ce moment où ce gâteau-là, où on va le partager, on va couper des parts, il va y avoir une fève, on va aller sous la table, qui rassemble souvent toutes les générations, qu'on peut fêter plusieurs fois dans l'année, dans le mois. Et chez Nina Métayer, c'est quoi cette année la galette qu'on va pouvoir venir chercher chez la meilleure pâtissière du monde? Alors j'en ai fait 3. Il y a une qui s'appelle Flocon des Rois qui m'a bien tapé dans l'œil. Exactement. Alors celui-là, j'ai mis des petits fruits confits, de la bergamote, un petit côté acidulé aussi du jus de bergamote pour avoir ce côté acidulé de la bergamote et en même temps les petits fruits confits que je retrouvais à l'époque, moi, quand je mangeais la couronne des rois à La Rochelle. Voilà. C'est une couronne. Et voilà. C'est une un couronne, peu comme dans le sud-ouest, quoi. Un peu pas loin. Vous n'êtes pas très loin de Bordeaux et c'est vrai que c'est un peu l'épicentre de la couronne. Exactement. Et j'avais envie de retrouver ces petits fruits confits qui m'ont ramené toute la gourmandise quand j'étais enfant et que j'adorais, que je prenais d'ailleurs sur la couronne et que je mangeais tout seul. Et j'ai rajouté ces petits fruits confits dans la frangipane. Écoutez, ça me donne envie rien que d'en entendre parler. En fait, c'est vous qui faites le lien entre boulangerie et pâtisserie, parce qu'autant la couronne, c'est boulanger, parce que c'est de la pâte levée, autant la galette, on peut dire que c'est pâtissier, et là, vous êtes entre les deux, quoi. Voilà. Le bonheur. Merci beaucoup à tous les trois, Cyril Van Der Stuyft, Laurent Le Daniel et Nina, d'avoir passé un petit moment avec nous ce dimanche matin pour leur donner envie d'aller encore acheter des galettes toute la journée et tout le mois, il faut bien le rappeler. Merci à vous. Bonne journée, bonne galette. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Allez, on se retrouve dans une minute. On continue notre Tour de France des galettes. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue notre Tour de France des galettes. On est entre Paris et le Gâtinais, du côté de Montargis, avec Hugues Pouget qui est avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors bon dimanche du côté de Montargis. Alors je dis du côté de Montargis parce que on vous a connu un bon moment chez Hugo et Victor, votre pâtisserie, mais vous avez craqué pour la praline Mazet. Vous avez repris cette société vénérable et ce beau bonbon tradit. Absolument. J'ai toujours Hugo et Victor que je continue de faire briller. Oui. Et c'est vrai qu'en 2017, j'ai racheté la maison Mazet. À la maison Mazet, au duc de Praslin, le duc de Plessis-Praslin qui était un des premiers promoteurs des confiseries, je dirais hors de son duché. Alors cette praline Mazet, qu'est-ce que c'est? C'est la praline traditionnelle. En fait, d'après l'histoire et d'après les archives, absolument, ce serait l'originel. Ouais. Et en fait, c'est une amande enrobée de caramel légèrement boursouflé. Et c'est vrai que donc Mazet, l'origine de la maison, c'est 1636. Ouais, et en fait, à l'époque, le Loiret était un bassin d'agriculture où il y avait beaucoup d'amandiers. Ah et ouais. En fait, avant le réchauffement climatique, c'est dingue. sans doute. Ouais. Et en fait, pour la petite histoire, il y a pas loin, on a comme voisin les dragées Médicis à Ferrières, à quelques minutes.
Oui. Il y a la spécialité à Pithiviers, cette pâtisserie de la ville de Pithiviers. Le Pithiviers, c'est en fait une galette un peu épaisse, quoi. Hein. Faut faire simple, une galette frangipane un peu épaisse. Absolument, c'est une émulsion de pâte d'amande. Et du coup, c'est vrai que du coup, la spécialité de la ville, c'est la praline de Montargis. Oui. À travers les siècles, Mazet s'appelait Confiserie Royale, Confiserie du Château, Duc de Praslin. Et depuis les années 20, Léon Mazet, qui avait racheté en 1903, avait donné son nom à cette maison. Cette belle maison. Voilà. Alors, en fait, au petit-fils de Léon Mazet. Hugues Pouget, du coup, vous êtes tombé dans la praline à tel point que cette année, galette à la praline, bien sûr. Absolument. Donc à Montargis, on fait la galette traditionnelle, mais on fait une galette aussi avec des éclats de praline qui va donner un goût ambré, et puis croquant, un peu aussi. Absolument. En fait, sur le dessus, on fait une croûte d'éclats de praline. Ah ouais, génial. Ouais, ça me cause. Parce qu'en fait, l'amande, il est bien naturel de la retrouver à l'intérieur de la galette. Mais là, on a en plus la coque, qui va un peu fondre quand même. À la cuisson. En fait, la coque, c'est du caramel. Mais en fait, ça fond et ça fond pas parce que quand on la broie, en fait, c'est quand même du caramel. C'est caramélisé, donc c'est assez croquant. Donc en fait, ça caramélise légèrement, mais ça ne fond pas comme la praline rose, par exemple, si on compare. Et donc à l'intérieur, on fait une frangipane traditionnelle et on vient ajouter des éclats de praline, donc ça va donner un vrai goût ambré. Ouais. Et sur le dessus, les éclats de praline, ça va donner du croquant, mais ça ne va pas caraméliser. Alors moi, je suis très heureux de vous avoir en ligne parce que la praline dans la galette, je la connais depuis un moment, mais c'est pas la même. C'est du côté de Lyon, c'est la praline rouge, évidemment. J'ai Richard Sève, qui est votre confrère lyonnais. Bonjour Richard. Bonjour. Alors, Richard Sève, cette galette à la praline rose, elle a fait votre succès au moment des rois. Vous entendiez Hugues Pouget parler de la galette, on va dire, de Montargis. Est-ce qu'elle diffère, la vôtre, sur le plan de la facture? La praline rouge à Lyon, elle diffère de la praline de Montargis, puisque, en fait, à Lyon, la praline n'est pas caramélisée. Non, elle est massée, en quelque sorte, le sucre masse. Non, c'est pas du sucre massé. On pourrait plutôt dire du sucre tourné. Ouais. Mais en fait, à la base, c'était un abandon d'abricot. D'accord. Dans le noyau d'abricot, qui est enrobé de sucre coloré en rouge. D'accord. Mais c'est quand même fait dans des grandes turbines en cuivre, selon le même procédé, j'imagine. Tout à fait, c'est fait dans le même, c'est le même procédé que la praline de Montargis, qui elle est caramélisée. Simplement, là, le sucre n'est pas caramélisé. Et pas caramélisé, ça reste sucré, mais pas caramélisé, quoi. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de vanille. Et là, pour que ce soit bon, pour lui donner un goût. De Madagascar, pour lui donner du goût, parce qu'autrement, du sucre et des amandes, ça n'a pas beaucoup de goût. Oui, effectivement. Et alors, vous mettez vos pralines dans la frangipane, en quelque sorte, ou plutôt, vous, selon un procédé, j'imagine, secret, vous suivez un peu l'exemple de vos tartes aux pralines pour faire le fourrage de vos galettes? Voilà, en fait, la tarte à la praline, qui est devenue maintenant une grande spécialité lyonnaise, elle est née à Champagne-Mont-d'Or, dans la pâtisserie où on officie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le long de la route où l'on est, il y avait des rosieristes, c'est-à-dire des producteurs de rosiers, Lyon étant une des grandes capitales de la rose. Et donc, le pâtissier de l'époque, en 1920, a créé cette spécialité qui représentait, on va dire, la rose. Et comme à Lyon, il y avait cette praline dite de Saint-Genis, eh bien, il a fait, c'est une spécialité, et c'était la tarte à la praline qui est restée très confidentielle pendant très longtemps, et puis depuis une trentaine d'années maintenant, c'est devenu une grande spécialité à Lyon. Mais du coup, cette galette aux pralines, ça devient votre hit au moment des galettes des rois, Richard Sève? Eh bien, il y a 25 ans à peu près, avec Gaëlle, ma femme, on a eu l'idée de créer une galette à la praline. Au lieu de faire une frangipane sucrée avec du sucre, on a retiré tout le sucre de la frangipane et on a sucré la frangipane avec la praline. Et glacé au sucre aussi, enfin au sirop de sucre. Voilà, et glacé avec le sucre de nos marrons confits, ce qui lui donne un côté craquant, croustillant, royal. La galette, il faut que ce soit brillant, doré. Hugues Pouget, un dernier mot, si vous êtes encore avec nous. Vous avez goûté les galettes lyonnaises avant pour vous inspirer? Jamais?
hein, parce que vous êtes un nouveau venu de la galette dans la mesure où vous êtes aixois de naissance, donc vous, c'est plutôt le gâteau des rois, votre enfance. Absolument, j'ai grandi dans le Var et ouais. Ma famille est originaire d'Aix-en-Provence et de Puy-Ricard, l'anecdote. C'est vrai que j'ai grandi avec la brioche aux fruits confits, etc. Ouais. Et bon, quand on arrive à Paris, les Parisiens n'aiment pas trop la brioche, donc on fait la galette. Nous, dans le Sud, on dit c'est une parisienne. Hein, vous voyez, ah ouais, c'est ça, avec un air un peu dédaigneux, la parisienne. Je suis obligé de dire oui. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris la maison Mazet, on tourne autour de la praline au caramel, mais qui est bien différente de celle de Richard. Mais évidemment, j'ai déjà goûté celle de Richard et ouais. nous a millionné. Oui, parce que cette praline, elle se prête totalement, puisque une praline, c'est du sucre et de l'amande, c'est-à-dire quand même la base du fourrage des galettes des rois, Richard Sèvres, faut bien le dire. Tout à fait, puisqu'en fait, la frangipane, c'est un mélange de beurre, d'amande et de sucre. Et voilà, de beurre, d'amande et de sucre. Alors là, il y a peut-être un peu d'œuf aussi, hein, dans la crème pâtissière, hein, si on la mélange. Eh ben, c'est pour lier le tout, l'œuf. Ah il faut bien lier, hein, quand même. Hein. Oui, des fois que ça passerait mal après, ça serait dommage. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Moi, si je suis de passage par Montargis, il n'y a qu'à Montargis qu'on la trouve, la galette aux pralines Mazet ? Pour le moment, oui. Ah ouais, il faut que ça voyage, hein, Hugues Pouget. Attention. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que la praline, de nos jours, c'est vraiment pas qui pue la praline. Oui, bravo. Alors là, Richard, vous avez fait avancer le... Non, c'est vrai, carrément. C'est très tendance parce que, voilà, c'est un bonbon identitaire, hein, et de terroir, et c'est bien que ça porte Lyon et Montargis, voilà, pas loin d'Orléans. Merci à vous, messieurs, bonne journée, bonne galette. Au revoir. Merci, au revoir. Et on se retrouve dans une minute dans notre Tour de France des galettes des meilleurs pâtissiers. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, roule galette, roule tout autour de la France. J'aurais aimé avoir ce matin tous les pâtissiers qui font des bonnes galettes, mais la journée, il suffirait pas, hein, parce qu'on aime bien passer du temps avec eux. On respire la galette, on sent le beurre, ça sent le beurre. Vous savez, quand vous rentrez dans une bonne pâtisserie le matin, j'adore ça. Allez, ce matin, on va du côté de l'Alsace, après Lyon et le Gâtinais, du côté de Montargis. Et on est avec deux grands pâtissiers et pâtissières. Claire Etzler qui est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Claire Etzler, alors je dirais Alsace, oui, alsacienne de naissance, certes, mais installée à Paris, hein, voilà, elle est montée à la capitale. Absolument. Et Christophe Felder, lui, qui est aussi alsacien, alors, lui, il est après être passé par Paris longtemps, il est retourné en Alsace, figurez-vous, il s'est établi avec son confrère Camille Le Sec. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors moi, je suis très heureux d'être en Alsace, en tout cas par l'esprit et par l'arôme, parce que l'Alsace est un très grand pays de pâtisserie, une très grande région de pâtisserie. Alsace et Lorraine, hein, l'Est est très riche en pâtisserie, en douceur. Claire Etzler. Alors d'abord, il faut quand même le dire, il y a un truc assez marrant, c'est que vous êtes né dans un village qui s'appelle Niedermorschwihr, qui est le village de Christine Ferber qu'on embrasse. Pâtissière et confiturière. Hein, ça ne doit pas y avoir 500 000 habitants à Niedermorschwihr. Non, il y en a 600. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être élevée aux bonnes pâtisseries de Christine. Oui, ça aide à mettre le nez dans le sucre tout de suite. Et après une carrière dans... alors, vous avez un peu une carrière mixte de pâtissière. Vous êtes passé par la pâtisserie de restaurant, beaucoup, mais aussi la boutique. Ça vous a donné un champ assez large, Claire. Et qu'est-ce que vous proposez Alors, j'ai vu, moi, excusez-moi, je suis un peu fouillis là, parce que j'ai envie de tout dire en même temps. J'ai vu qu'à votre menu de galettes, il y avait une galette au yuzu, notamment. C'est bien ça, parce que parfois la galette beurre, sucre, amande, c'est un peu riche et un peu douceâtre. C'est bien d'y mettre un petit peu d'acidité, d'arôme d'agrumes. Oui, c'est vrai qu'en général, tous les ans, j'essaye de proposer une galette. Alors là, j'ai forcément la traditionnelle à la frangipane, mais une autre un petit peu plus originale et la plupart du temps avec de l'agrume, déjà parce que c'est la pleine saison des agrumes et qu'il faut en profiter. Fruits de saison, vous avez raison. Fait. Et là, cette année, j'ai fait donc une galette au yuzu, donc du yuzu bio qui est cultivé dans le sud de la France, qui est juste exceptionnel.
Et ça amène vraiment de la fraîcheur. Alors déjà, beaucoup de parfum, hein. Elle est très très parfumée, cette galette. Ouais. Et ça amène un peu de fraîcheur. Ça rend la galette finalement moins lourde, un peu plus digeste, on va dire. Oui. Dites-moi, pour ceux qui ne connaissent pas le yuzu, cet agrume, comment est-ce qu'on pourrait définir son parfum et son arôme par rapport au citron ou au citron vert? C'est pas facile d'y mettre des mots. Non, c'est vraiment pas facile. C'est un agrume, qui est vraiment magique. Je trouve qu'il est d'une délicatesse incroyable. Oui. C'est beaucoup moins acide et moins amer que Alors quand je dis moins amer, c'est quand on mange la peau également, le zeste, quoi. Le citron, tout à fait. Que le citron, beaucoup plus parfumé. C'est à la fois doux, c'est magique. Il faut vraiment le goûter. C'est vrai que c'est dur à décrire, mais c'est un parfum qui est magique, d'autant plus que nous on utilise vraiment le yuzu en entier avec l'écorce, là où il y a toutes les huiles essentielles. Un peu comme on ferait avec le cédra, par exemple, puisque le zeste est important. Ouais, d'accord. Oui. Et vous le cuisez, vous le confisez, comment est-ce que ça marche? Non, là on a vraiment mis du yuzu cru dans la frangipane pour le dénaturer le moins possible, pour pas resucrer encore plus la galette, et ça donne vraiment un super résultat. Et puis on met quelques zestes aussi sur le dessus. Alors je vais vous faire une confidence, Claire Hetzler. Christophe Felder qui est avec nous, il a aussi une galette où il utilise un agrume, qui est bien connu de ses clients. Christophe Felder, parlez-nous de votre galette. Ah oui, alors bonjour à tout le monde. Et, alors les galettes, là, on démarre. J'ai encore réessayé ce matin. On essaye. Quand je dis on essaye, parce qu'on lance toujours des choses qui sont pas finalisées. C'est ce qui est bien. Donc ça, c'est nos clients qui assument. C'est une galette avec du citron vert, citron vert et un petit peu de citron et du citron confit maison. Ça fait des années, je fais toujours les fruits confits maison. C'est vrai. Crillon d'ailleurs, Donc blanchi plusieurs fois. Et par exemple sur le citron, il y a une vraie différence qui est pas mal. Et on fait aussi une galette avec la poire séchée. Alors c'est comme les poires du Béravec, vous savez. Le Béravec, c'est un pain de fruits secs. En fait, on peut dire. De fruits secs et les poires, ça c'est papa qui faisait dans sa boulangerie à l'époque. Pas que lui, les boulangers en Alsace faisaient toujours ça. Ils faisaient sécher leur propre quetch, les poires au-dessus du four de boulanger et pendant des heures. Alors maintenant, nous on le fait au four ventilé pendant 4 heures à 60 degrés, épluché. Un peu citronné à peine, et après on a vraiment le parfum du fruit, et on va faire une petite crème noisette avec une frangipane noisette en fait, sans pâte, sans rien, c'est juste la poudre de noisette torréfiée qu'on met dans la frangipane, et voilà, c'est sympa, c'est pas mal comme goût là, c'est intéressant. Les Alsaciens vont m'achever ce matin, rien qu'à entendre parler de ça. Mais Christophe, excusez-moi, mais moi je pense à une autre galette que vous essayez de retirer de votre étalage chaque année, et vous vous faites engueuler par vos clients. Oui, c'est la galette Clémentine de Corse. On en entend parler maintenant depuis des années, mais quand ils ont lancé la Clémentine à l'époque à Paris avec la Sopexta, ils m'avaient demandé de faire des recettes, et on sait jamais comment démarrer. Et j'avais fait cette compotée de Clémentine avec il y a peut-être 100 grammes de sucre au kilo, pas beaucoup, donc c'est cuit longtemps, blanchi 1 heure, et ensuite. C'est une sorte de marmelade désucrée, on peut dire. C'est une marmelade désucrée, c'est vraiment c'est sucré juste comme il faut. Des fois, franchement, le sucre, je l'ai longtemps mis au pif. Mais Camille, il n'aime pas trop derrière. Vous aimez mieux avoir une fiche technique. Enfin, c'est Camille qui est comme ça. Moi, c'est un peu au pif, mais c'est à peu près 150 grammes au kilo. J'adore. À peine de la vanille. On met une gousse de vanille sur 4-5 kilos. Faut pas que ça prenne le goût. Faut faire attention quand on met la vanille dans les produits-là. Ouais, ça peut couvrir. Ça couvre un peu. Et après, on fait moitié crème frangipane et moitié compote de clémentine, et ça fait maintenant 10 ans là qu'on est là. Tous les ans faut la refaire, parce que sinon on se prend engueuler. Alors vous êtes tous les deux en dehors d'être donc alsaciens, et on sent cette passion pour votre travail, tous les pâtissiers qu'on a ce matin à l'antenne bien sûr, mais Claire Hetzler, puisque vous avez tous les deux, vous êtes passés par la restauration de restaurants, par la pâtisserie de restaurant, la pâtisserie de dessert, à l'assiette notamment.
c'est marrant quand même que vous finissiez en boutique. Est-ce que ça veut dire que c'est un chemin presque obligatoire, comme une initiation, un chemin de vie? Alors, Claire, je te laisse parler. Hein. Ah, Claire. Alors, obligatoire, non, je ne pense pas. Maintenant, j'avais envie de m'installer, j'avais envie de voler de mes propres ailes. Bien sûr. Il se trouve que le salé, moi, je ne gère pas trop. Je suis quand même bien meilleure en sucré qu'en salé. Donc, ouvrir un restaurant, ça me paraissait un petit peu compliqué. Ouais. Et même comme Sébastien Vauxion, par exemple, qui fait un restaurant sucré, en quelque sorte. Ah si, bah ça j'avais fait bien sûr quand je travaillais chez Lasserre, où j'avais créé un menu tout sucré. C'est vrai que ça marchait bien. Ouais. Mais j'ai trouvé un concept un petit peu hybride dans ma boutique, où on travaille beaucoup à la commande, où on produit toute la journée en fonction des commandes qui tombent. Et je trouve qu'on est un peu entre la pâtisserie de restaurant et la pâtisserie de boutique. Ouais, mais vous, Christophe Felder, qui avez été un maître de la pâtisserie de restauration dans votre passage parisien? Alors moi, c'était toujours une envie, dès ma première année à Paris, je voulais déjà retourner en Alsace. Bon, je suis resté 20 ans à Paris. Bah oui. Alors on a eu la chance de trouver cette entreprise qui faisait déjà des bons produits. Et Camille allait par ailleurs aussi en Alsace, il avait des amis en Alsace. Et on est vraiment content parce que c'est une autre ambiance, on est près des... Pas plus près des produits que les autres, mais près de la forêt, c'est pas mal, près de la nature. Et on a une belle clientèle qui nous suit maintenant sur les années. Et c'est pas mal. Je le conseille d'aller en province. Surtout quand c'est dans sa région d'origine, parce que quelque part, on retourne à ses racines, non? Ah oui, tout à fait, mais il y a souvent... c'est un appel à Claire Etzler, là, que vous êtes en train de faire. Claire, j'ai l'impression que... Je crois que je lui avais déjà dit, d'ailleurs. Mais Claire, elle est très heureuse là où elle est. Hein. Moi, je suis très, très heureuse à Levallois. J'ai une clientèle vraiment exceptionnelle, très locale également. Pour ceux qui ne sont pas d'Île-de-France, Levallois, c'est la proche banlieue de Paris. Hein. C'est le 92, c'est juste au bord, quoi. Hein. Derrière Asnières. Enfin, devant Asnières, quoi. Enfin, voilà. Dites-moi, Claire, un dernier mot. Ce travail de la pâte, et on en parlait tout à l'heure avec Laurent Le Daniel et un boulanger, Cyril van der Stuyft, ce travail de la pâte, il faisait la distinction entre la pâte vivante, la pâte fermentée, la pâte levée, qui est un peu le domaine des boulangers, puis la pâte inerte, dont le feuilletage fait partie. C'est un travail que vous avez découvert au cours de votre carrière, ou est-ce que c'est vraiment dans les bases du métier de pâtissier encore aujourd'hui? Ah non, ça c'est vraiment dans les bases du métier de pâtissier. Hein. Moi, je me souviens encore des galettes que je faisais en apprentissage chez Thierry Milopt à Strasbourg. On en faisait beaucoup d'ailleurs, et non, ça fait vraiment partie des bases obligatoires à maîtriser. Et le feuilletage a vraiment une importance primordiale surtout en France, dans une bonne galette, tout à fait. Et puis même dans la pâtisserie en général. D'ailleurs, Christophe Felder, je sais que les Alsaciens sont plutôt les rois des petits biscuits de Noël, qui sont multiples et variés. Le feuilletage, est-ce que ça fait partie du bagage, de la palette des pâtissiers alsaciens aussi? Oui, tout à fait. Et de toute façon, on rappelle toujours aux pâtissiers avec le petit chapeau sur le A, ça se disait pâtissier. Hein. C'est d'abord un métier de pâte. D'ailleurs, quand on a des jeunes pâtissiers qui arrivent, on fait toujours passer par le tour toutes les pâtes et tout ça. Une fois qu'on maîtrise un peu les pâtes, on comprend beaucoup de choses dans ce métier. C'est vrai que quand on est un bon tourier, on est un bon pâtissier en général. Hein. Tout à fait. On comprend ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que c'est important, un bon tourier, hein, c'est vraiment sentir des belles textures. On se les arrache aujourd'hui, hein, les bons touriers et les bonnes tourières. Hein. Tout le monde se les arrache. C'est vrai que c'est vraiment la base du Je rappelle, dans le feuilletage, on fait des tours, c'est-à-dire qu'on replie le feuilletage sur lui-même. C'est pour ça qu'on dit un tourier, c'est quelqu'un qui va faire des tours. Et en fait, c'est celui qui est dévolu un peu au travail de la pâte, hein, Claire, dans une pâtisserie, le tourier ou la tourière. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, vous m'avez donné sacrément envie de venir croquer dans vos galettes, madame et monsieur. Voilà. Et sans aller jusqu'en Alsace. Désolé, hein, j'aurais pas le temps, mon cher Christophe, mais j'irai peut-être faire un tour chez Claire quand même. Voilà. Avec grand plaisir. Allez, un bon dimanche à vous et vendez plein de galettes pour régaler ceux qui passeront dans vos officines. Voilà. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir, Claire. À bientôt. Allez, on se retrouve pour notre dernier quart d'heure dans une minute ou deux, parce qu'il y a encore à dire, figurez-vous. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Aïe, 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 la fin de l'émission se profile déjà au loin, mais restez avec nous. Moi, j'y passerai la journée à parler de galettes, mais après, il faut quand même prendre le temps d'aller en chercher et puis de les déguster, sinon ça sert à rien. Alors, figurez-vous que ce Tour de France qu'on vient de faire, on était en Alsace, là, juste avant, et c'est normal qu'on le termine à Paris, hein, quand même, à la capitale, où il y a quand même pas mal de sacrés pâtissiers. Et pas n'importe où dans la capitale, figurez-vous. Ah non. Non, là, je suis allé dans un quartier, là, et je vais vous chanter un truc, vous allez comprendre. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent tous les pâteux. Les pâteux, c'est le surnom qu'on donne aux pâtissiers. Et j'en ai deux de la butte Montmartre avec moi. Gilles Marchal. Bonjour, Gilles. Ouais, bonjour à tous. Et Arnaud Larère. Bonjour, Arnaud. Bonjour à tous. C'est chouette d'avoir deux pâtissiers de la butte Montmartre. Alors, soyons clairs, cela dit, on sait bien que tous les gars de région et de province viennent à Paris un jour ou l'autre. Alors, il y en a un, Gilles Marchal, il est lorrain, hein, de naissance, et l'autre, Arnaud Larère, il est breton. Donc, c'est un peu l'Est et l'Ouest qui se sont retrouvés sur la butte Montmartre. Gilles, votre spécialité toute l'année, c'est les madeleines. C'est normal, hein, ouais. La madeleine, elle est lorraine, hein, elle est de Commercy à la base, et de Liverdun. Donc, vous avez là opté, évidemment, en cette période pour la galette, hein, comme tout le monde, comme tous les pâtissiers. Exactement, comme tout le monde. Même si ça ne nous empêche pas de continuer à faire des madeleines et de faire des coffrets avec dans une des madeleines une fève. Mais donc, non, vous faites la madeleine avec fève, hein? Mais bien sûr, le coffret, voilà pour ceux qui ne ratez pas une occasion de vous casser une dent, c'est ça, Gilles Marchal? Exactement. Exactement. Et après, bien sûr, on est comme tout le monde, on fait bien sûr la traditionnelle galette frangipane, que tout le monde connaît, la brioche écorce d'orange confite et noisettes, et puis la création qu'on a tous les ans, qui est cette année, on reste quand même sur une base traditionnelle puisqu'elle est la base de frangipane, gros éclat de chocolat noir grand cru 70% et brisure de marron confit. Ah, marron chocolat. Marron chocolat, hein, ça sent le réconfort, hein. On sent qu'on est bien là. Enfin, en tout cas, que rien ne va mal. Et vous, de votre côté, Arnaud Larère, qui êtes de l'autre côté de la butte, hein, il faut bien le dire. Ben oui, hein, parce que la butte, forcément, il y a des coteaux, il y a des versants. Vous êtes sur un autre versant par rapport à Gilles Marchal. Vous, c'est quoi cette année, les galettes? Parce que... Alors nous, on a 4 sortes de galettes. Donc il y a toujours nos 3 incontournables, qui est la galette Larère au zeste d'orange avec une frangipane. Bien sûr, avec un goût un peu calissonné. Pour ceux qui aiment que l'amande, on a la double amande, qui est une crème d'amande avec une fine couche de pâte d'amande, ce qui fait qu'il y a vraiment une texture très très fondante en bouche. Double amande. Oh là là, là c'est très fort. Très fort. Là, je dois dire effectivement pour l'amoureux de l'amande. La troisième. Après, on a fait la crème frangipane à la pistache avec des éclats de Jean-Duc à noisette. Ouais. On était tout à l'heure avec Christophe Felder et je sais qu'il fait une pistache framboise. C'est vrai que la pistache avec le fruit rouge, ça marche bien, hein. Et puis là aussi, on a un retour de la pistache par rapport à l'amande dans les pâtisseries en ce moment. Ouais, ça marche bien. Et puis, et là, cette année, on a aussi créé la galette au citron, au zeste de citron. Voilà, avec des citrons bio de saison. Et voilà, ça amène beaucoup de fraîcheur. On est sur les agrumes aussi. Bah, juste il y a quelques minutes, on était avec votre consoeur Claire Hetzler, qui elle fait une galette au yuzu. C'est la même idée, hein. C'est-à-dire en fait d'aciduler un petit peu toute cette richesse, hein, ce beurre et ce sucre. Oui, c'est ça, sans pour autant mettre des ingrédients compliqués. Il faut que ça reste simple, gourmand et qu'on a envie de reprendre une part. Mais c'est vrai qu'on peut comme jouer sur des subtilités pour amener différentes galettes et les gens en demandent. Alors, Gilles Marchal, vous qui avez été à la tête de la Maison du Chocolat un bon moment avant de vous établir à votre propre enseigne, le chocolat fait encore partie, puisque je vois que vous l'avez introduit dans cette galette avec du marron confit, ça fait encore partie de votre vie, dans votre vie de confectionneur de madeleine? Oui, parce qu'en fait, le chocolat, c'est quand même un des ingrédients
phare quoi. Ouais, tous les pâtissiers. Ouais. Et encore heureusement. Et donc, même si on n'est pas chocolatier dans notre entreprise, on fait quand même de la confiserie chocolatée. On enrobe des madeleines, on fait des tablettes de chocolat, de la confiserie nougatine enrobée, des choses comme ça. Et pour revenir aux galettes, bien sûr que moi j'aime toujours, comme le disait Arnaud si bien, avoir quelque chose de réconfortant dans ce qu'on propose dans nos créations. Donc à cette période-là, après les fêtes, on a envie de manger quelque chose qui est déjà gourmand, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais la première qu'on demande, c'est d'abord et avant tout la frangipane. Et puis, il faut surtout pas oublier aussi les fameuses fèves et les couronnes. Et nous, cette année, on a une collection, comme tous les ans, nouvelle, de 5 fèves qui représentent à chaque fois mes 5 enfants. Voilà, donc carrément. Voilà. Puis le thème cette année, c'est un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris bientôt. Donc voilà. Et il faut la collecte. Il faut pas s'arrêter d'acheter les galettes avant d'avoir les 5, c'est ça? Et c'est comme dans certains fast-food, on peut avoir des paires de chaussettes ou gagner des trucs, non? On force pas les gens à revenir pour absolument avoir les. D'ailleurs, s'ils les souhaitent vraiment, on peut leur glisser une des fèves qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs, mais bon. Ah oui, c'est ça. Au passage, on vous en a mis 2 là, parce qu'il vous en manque une là. Ça fait 8 fois qu'on vous voit, ça suffit maintenant, madame. Hein. Faut manger vos galettes tranquillement. Arnaud Larère, vous la collection de fèves, c'est vrai que moi j'en parle pas beaucoup parce que en général, quand on a des enfants, on la voit jamais, hein, la fève. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le goût de la galette. Vous aussi, vous faites attention aux fèves, à avoir des collections un peu changeantes d'année en année? Oh là, je vous entends plus là, Arnaud. Ouais. Oh là, il y a un son un peu zarbi. Vous êtes rentré dans le fourni, enfin je sais pas, au fond de la cave. Là, vous êtes allé chercher vos fèves. C'est toujours en labo. Ah ouais, mais. Non, bon, ça va pas, là. Il faut que vous sortiez du labo, Arnaud. Ou alors, je sais pas si vous avez bougé depuis tout à l'heure. On va retourner avec Gilles, parce que Gilles, vous avez un réseau qui est meilleur, hein, sur votre versant de la butte Montmartre. Ah ouais, non, on doit avoir le même, mais... je suis pas sûr. On se voit souvent avec Arnaud, hein, on se voit souvent, et... Ah ouais. Des copains déjà avant tout, avant d'être je sais bien. Concurrent. Hein. Je sais bien. Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de cette grande confraternité de la pâtisserie. Je trouve que ça se tire pas trop dans les pattes, hein, à partir d'un certain niveau, bien sûr. Non, mais je vois aucun intérêt parce que de toute façon il y a la place pour tout le monde. Et puis après il y a des générations aussi. Hein. Nous on fait partie des anciens là qui ont creusé un peu le chemin pour les nouveaux qui arrivent. Mais c'est pour ça qu'on fait d'abord et qu'on adore faire les traditions et respecter tout ça, notamment la galette en premier, quoi. Ah la galette c'est important, mais derrière les bûches, Arnaud Larère, il faut bien le dire, faut qu'on s'en rende compte. Juste derrière les bûches, qui est un énorme marché évidemment, hein, tout le marché de Noël. D'ailleurs les bûches elles ressemblent de moins en moins à des bûches, hein, partout où je les vois. En revanche, la galette reste assez traditionnelle et c'est quand même un sacré marathon pour les pâtissiers. Oui, nous on commence les fêtes déjà pratiquement quand on revient de vacances pour ceux qui ont la chance d'y aller. Donc septembre, déjà, on commence à anticiper, à macérer des fruits pour faire genre les stollen, les choses comme ça. Ah oui, mais Gilles, ça c'est spécialement dans l'Est, hein, les stollen, etc. Ouais. Parce qu'en Bretagne, Arnaud Larère, il fait pas des stollen, hein, ou des Christkind, ou je sais pas quoi. Bon, il fait des kunaman, des magnifiques kunaman d'ailleurs. Ah oui, Arnaud, on fait Arnaud Larère, on fait des kunaman de Noël. J'en ai fait cette année, j'ai fait au chocolat spécialement pour le mois de décembre. Ouais, bon. Excusez-moi, Arnaud, je vais vous laisser parce que là, il faut payer votre abonnement, là, hein, pour le portable, là. Je crois qu'ils vous ont blacklisté, malheureusement. Non, je vous capte plus du tout, là. Il a le nez dans la frangipane. Il a, à mon avis, laissé tomber le téléphone dans une galette. C'est la fève. Si vous trouvez en croquant le téléphone portable d'Arnaud Larère, vous serez gentil de lui rapporter sur la butte Montmartre. Allez, on va terminer l'émission alors avec Gilles Marchal. Gilles, on le disait à l'instant, une grande confraternité et en même temps une sacrée émulation, mais aussi de la concurrence. Hein. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que les pâtissiers sont obligés d'avoir des nouveautés chaque année, tant en matière de bûches, alors là c'est presque naturel, mais même les galettes, hein, chacun y va de sa création. Oui, mais ce que je trouve bien dans tout ça, il y a bien sûr le fait de vouloir faire toujours des nouveautés, et puis pas forcément dire je veux faire la plus belle, la plus jolie, la plus créatrice, la plus moderne, ainsi de suite. Il y a d'abord et avant tout aussi le fait qu'aujourd'hui, ça encore plus qu'avant,
la pâtisserie est devenue une œuvre d'art. Oui, c'est vrai. En fait, on réalise. C'est beau avant d'être bon, oui. On est des artisans. On est des artisans, bien sûr, avant tout, surtout quand vous êtes à votre compte. Mais vous devez surtout pas oublier qu'on est aussi des artistes. Alors en fait, vous êtes des artisans d'art, hein, à la croisée, quoi. Artisan, c'est bien. J'aime bien le mot artisan et en même temps créer le côté artistique. Ouais. De toute façon, on l'a toujours été. Quand on fait des pièces montées, des choses comme ça, le pâtissier a toujours été un petit peu artiste dans son âme, mais encore plus aujourd'hui qu'avant, quoi. Et tant mieux. C'est bravo. Vous allez prendre des vacances après la galette, là? On part un petit peu, mais en février seulement. Donc, un peu comme tous vos confrères. Hein. Oui, comme tout le monde. C'est des périodes où on sait de toute façon qu'il faut être sur le pont et puis ne rien lâcher et puis être toujours présent. C'est des grosses périodes pour les pâtissiers, beaucoup d'horaires, beaucoup de sacrifices aussi, on l'oublie. Non, on l'oublie pas. Moi, je l'oublie pas. Hein. N'oubliez pas, vous nous régalez, mais c'est parfois à vos dépens. Gentil, en tout cas. Gardez votre santé. Gilles Marchal, je vous salue, je vous embrasse, ainsi que tous vos confrères et vos consoeurs pâtissiers et pâtissières qui nous régalent aujourd'hui. Moi, c'est un rendez-vous que je ne saurais manquer, les galettes, figurez-vous. Voilà, mes amis. Voilà, si vous étiez... merci à vous. Si vous étiez en train d'acheter vos galettes, ça peut arriver, pendant l'émission. Alors, nos problèmes, vous pourrez l'écouter en podcast sur sudradio.fr. Mais alors... vous risquez de retourner en acheter une autre. Et puis alors c'est un cercle vicieux. Tant mieux, ça dure plus longtemps comme ça. On va pouvoir écouter les infos de 11h. Après, vous retrouvez, comme tous les dimanches, Alexandre Devecchio et ses invités en toute vérité. Je vous souhaite un beau dimanche sur Sud Radio et aussi de trouver la fève. Mais sans tricher, ok ? Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.